Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe, 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 attention, Philippe, vous le faire rafler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour présenter les dernières grandes courses avant le Tour de France, que sont le Critérium du Dauphiné et le Tour de Lombardie. Préparation au Tour pour l'un, réel objectif de l'autre côté, que peut-on attendre de ces courses? Et enfin on ouvrira également une page transfert avec les signatures de Greg Van Avermaet chez AG2R et de Romain Bardet chez Sunweb, de signatures qui ont été annoncées ce lundi. Pour parler de tout ça, je ne suis pas tout seul évidemment. Je suis avec Johan, Raphaël et Brice. Salut les gars. Salut Mathieu. Salut. Bonjour à tous. Allez, vous êtes tous prêts? Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors, on va commencer par la première course qui va arriver, la grande course par étape de ce mois d'août. C'est un petit peu étrange d'en parler ainsi pour le Critérium du Dauphiné. Le Critérium du Dauphiné qui reste tout de même la course de préparation en vue du Tour de France qui se déroulera cette année sur 5 étapes, seulement 4 étapes de montagne et une étape vallonnée, donc un parcours bien relevé en tout cas pour les grimpeurs et pour les cadors du Tour de France. Mais justement, j'ai une question pour commencer. Est-ce que le Critérium du Dauphiné cette année c'est la course de préparation pour le Tour de France, ou est-ce qu'il est possible de viser le général du Tour, une bonne préparation en étant grimpeur, en ne passant pas par le Critérium du Dauphiné? Je crois qu'il y a une chose qui répond à ta question, c'est la start list. Parce que qu'on soit sur la question de est-ce que c'est la meilleure préparation ou pas, en tout cas les grandes équipes et tous les leaders ont plus ou moins choisi, quand tous sur le Dauphiné. On aurait pu jouer d'un peu différemment en faisant une courbe Occitanie, Tour de l'Ain et puis en se reposant derrière. Mais toutes les équipes ont choisi la même préparation, c'est de finir par le Dauphiné avant le Tour de France. Donc la réponse est plutôt oui, de la part même des coureurs en fait. En plus que même avec le changement de date de toutes les épreuves, le Critérium du Dauphiné reste à peu près dans la même position relative par rapport au Tour de France. Ça reste, en plus avec l'annulation du Tour de Suisse, il y a vraiment que cette épreuve-là avant le Tour de France avec de la montagne. Donc au final, ça reste l'épreuve de référence parce que quand on regarde les années d'avant, à part Bernal qui avait gagné le Tour de Suisse l'an dernier, tous les coureurs qui ont gagné le Tour de France passent par le Critérium du Dauphiné à chaque fois, et même en général, le top 5 du Tour de France passe par le Critérium du Dauphiné. Donc il n'y avait pas réellement de raison que ça change avec en plus l'annulation du Tour de Suisse. C'est vrai que oui, justement, au niveau de la place dans le calendrier, le Dauphiné est juste une semaine plus proche du Tour de France cette année, mais avec un calendrier plus condensé, une reprise qui a été faite seulement au début du mois. Il y a peut-être aussi besoin d'engranger des jours de course en montagne, ce que permet de faire le Dauphiné. Est-ce que c'est ton avis également, Brice? Oui, tout à fait. Le duo Critérium du Dauphiné Tour de France, c'est un petit peu le duo classique qui fonctionne bien du côté d'ASO, et vous avez regroupé l'ensemble des infos, le Tour de Suisse étant annulé, comme tu viens de le dire également Mathieu, cumuler des jours de course notamment en altitude, en montagne, donc il y a eu le Tour d'Occitanie, il y a eu le Tour de l'Ain qui vient de se terminer, un critérium raccourci qui permet de faire la continuité du Tour de l'Ain pour ceux qui y ont été, parce qu'on a une bonne partie des équipes qu'on retrouvera sur le Critérium du Dauphiné. Donc oui, tremplin pour le Tour de France, ça c'est clair. Pour rester sur le Dauphiné, justement, il y a un peu par rapport aux courses qui ont eu lieu précédemment, que ça soit la Route de l'Occitanie, le Mont Ventoux Dénivelé Challenge ou également le Tour de l'Ain. Est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions de ces courses passées en vue du Tour de France, ou est-ce qu'il faut attendre le Dauphiné pour savoir qui sera le grand favori pour le Tour? Alors, pour moi, c'est évident qu'il faut attendre le Critérium du Dauphiné parce que, comme on l'a dit avant, c'est l'épreuve de référence. Et en plus, il y a pas mal de coureurs qui seront parmi les favoris sur le Tour. Je pense à Pogacar, par exemple, qui n'ont pas encore fait leur rentrée. On pourrait également dire que juste après le Tour d'Occitanie,
et la domination d'Egan Bernal, tout le monde annonçait Egan Bernal grand favori du Tour de France. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui disaient Bernal est d'ores et déjà le grand favori du Tour. Paf, Tour de l'Ain, Roglic domine Bernal, Roglic est le grand favori du Tour de France. Donc si Pogacar ou Yates domine Roglic sur le Dauphiné, on fait quoi? Et si Pinot a progressé entre l'Aquitaine et le Dauphiné, si Bernal domine Roglic cette fois, pour moi, le Dauphiné, ça reste l'épreuve de référence. Après, bon, le Dauphiné réduit à 5 jours, c'est aussi un peu particulier, mais ça reste l'épreuve de référence. Ouais, exactement, Raphaël, tu as tout à fait raison. On tombe, alors est-ce que c'est parce qu'il y a eu le manque de cyclisme pendant 3-4 mois? On tombe un petit peu dans les limites de l'analyse vélo ces derniers temps. C'est-à-dire que Egan Bernal et Tim Ineos ont frappé fort sur le Tour d'Occitanie. On disait qu'ils étaient imbattables. On a vu dimanche dernier la Jumbo-Visma sur le col du Grand Colombier. On a dit, oh là là, la Jumbo va exploser tout le Tour de France avec Roglic. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va dire sur le critérium. C'est-à-dire que dès qu'il y a un fait d'armes, dès qu'il y en a un qui prend un petit ascendant sur l'autre, on en fait tout de suite un favori dans les extrêmes. De tous les favoris qu'on évoque depuis le départ, donc effectivement on n'a pas pu encore juger Pogacar, mais on a vu évidemment un Egan Bernal qui a déjà gagné, on a vu un Roglic qui a déjà gagné, on a vu un Thibaut Pinot qui est en embuscade, on a vu à peu près des coureurs qui sont souvent dans les top 5, dans les top 10 être présents. Je pense à Romain Bardet, je pense à Richie Porte. Donc finalement on n'a vu aucun des grands leaders, je pense notamment à Nairo Quintana également, on n'a vu aucun des grands leaders à la dérive. Voilà, ils perdent un petit peu de temps par-ci, par-là. C'est le début de la saison, il faut reprendre le rythme. Donc, finalement, ils sont quasiment tous dans les temps, avec un cran un peu plus haut, un peu plus bas. Mais voilà, il y a aucun. On n'a pas vu un Egan Bernal perdre 1 minute 30. On n'a pas vu un Thibaut Pinot perdre 1 minute 30 non plus. Donc, il faut rester mesuré. On va quand même avoir des leaders qui vont arriver au top sur le Tour de France. Ça, c'est quasiment certain. Toi, Johan, t'es un peu du même avis. Si on devait résumer. Attendons avant de tirer les conclusions, soyons. Je suis pas totalement du même avis. Je trouve déjà qu'on peut quand même tirer certaines conclusions. Typiquement, par exemple, quand Bernal sur Tour d'Occitanie, il arrive à faire une montée, estimée à 6,3 entre 6,3 et 6,4 watts sur la montée, qui est à par kilo. C'est un très haut niveau et il faut déjà atteindre ce niveau-là. Roglic sur le Tour de l'Ain, il a pas atteint ce niveau-là dans l'école. Même si c'est une configuration, même si la configuration était différente, mais Roglic n'a pas été capable de vraiment lâcher les autres dans l'école. Il se contentait de finir les sprints. Là, par rapport à Bernal, si on doit donner un ordre de comparaison, c'est un peu un niveau de puissance qu'on peut retrouver sur le Tour. Pradelpis, par exemple. D'accord. C'est un peu ce genre d'idée. Après, oui, par exemple, on a vu pareil sur le Tour de l'Ain que la Jumbo-Visma était très forte. Et sans doute un peu plus solide que ce que peut donner la Ineos, même si forcément ce sera pas exactement les mêmes états de forme sur le Tour. Donc il y a quand même des conclusions qu'on peut tirer, et même si sur le Dauphiné par exemple, si je sais pas, Egan Bernal passe complètement à côté de son Dauphiné, je pense pas que ce sera forcément un indicatif. L'inverse c'est un peu plus vrai. Il faut, je me permets de te couper, Johan, je suis désolé. Il faut faire très attention avec les chiffres qu'on manipule. On parle d'Egan Bernal sur le Tour d'Occitanie, on parle de Roglic sur la montée du Grand Colombier. Ce n'était ni la même configuration, ni la même pente, ni la même température. Donc en fait, le 6,8 par watt extrait, pardon, il a... Voilà, je me perds même dans la notation. Ils sont... je ne sais pas s'il y a une vraie correspondance à faire, tellement les situations de course, la température et les pentes étaient différentes. Je ne suis pas sûr que évoquer ce chiffre et dire que Roglic ne l'a pas atteint, que Bernal soit plus en avance ou que Roglic soit en retard. C'est tellement des configurations de course qui sont différentes et une manière de courir aussi est différente. Si Roglic, il a un train qui l'amène jusqu'au kilomètre ou aux 500 mètres et il met une banderille et il gagne comme ça 10 secondes par 10 secondes, plus des bonifications et qui perd jamais de temps sur ses favoris, c'est aussi une manière de gagner le Tour de France, peut-être pas fun, peut-être pas très rigolote, mais c'est aussi une manière de gagner le Tour de France. Après, pour reprendre l'argumentaire que j'ai vu ailleurs, s'amuser à finir au sprint, c'est aussi le risque d'avoir un problème mécanique à 500 mètres de l'arrivée et de perdre la course. Mais aussi, le Tour de l'Ain, c'est une course de préparation. On est aussi là pour se tester. Si Roglic avait pu faire une montée tout seul, je pense qu'il serait pas gêné. Mais oui, enfin, ce que je voulais dire surtout, c'est qu'on voit quand même les forces en présence. On voit que Bernal a quand même déjà un très haut niveau. On voit que la Jumbo-Visma, c'est un collectif qui va être monstrueux, sans doute le gros collectif de la course. Et que le Dauphiné ait lieu ou pas, en fait, à ce moment-là, ça va
sans doute pas changer cet état des choses. Donc je pense qu'on a déjà vu des choses, je pense que le Dauphiné c'est le plus intéressant pour voir si d'autres coureurs peuvent aussi montrer des choses dans ce style-là, notamment par exemple un Miguel Angel Lopez qui pour l'instant est à la ramasse. Donc après oui, comment dire, pour les deux grosses armadas du Tour, je pense que le Dauphiné va pas apporter d'autres indications. Mais après, ce qui est intéressant sur le Dauphiné et la touche supplémentaire qu'il va y avoir, c'est qu'on va pouvoir juger notre Thibaut Pinot national au milieu des deux grandissimes favoris, Bernal et Roglic. On va pouvoir juger son niveau, voir où il se situe par rapport à eux, et effectivement mettre dans la bataille, tu l'as dit, le Colombien Lopez d'Astana, Pogacar, qui est le grand espoir sur ce Tour de France de l'équipe Emirati. Donc voilà, ça va être la dernière confrontation quasiment de l'ensemble des protagonistes du Tour de France, et on va pouvoir voir enfin si la sortie de confinement, l'entraînement et l'enchaînement des courses, si ça a permis de niveler un petit peu le niveau de chacun sur des épreuves de montagne qui sont forcément révélatrices pour le Tour de France qui arrive 3 semaines après. C'est vrai que voilà, après, ça sera la dernière occasion de se tester avec des étapes très montagneuses, avec par exemple l'arrivée au sommet du col de Porte, les deux étapes qui arrivent à Megève, que Megève est bien mise en avant également, ou encore l'étape qui arrive à Saint-Martin de Belleville. Donc voilà, il y a un terrain pour se tester, pour faire du travail. Et justement, peut-être par rapport au parcours, est-ce que c'est un bon parcours pour se tester en vue du Tour, ou est-ce qu'on risque d'avoir une course un peu moyenne, comme on a pu peut-être l'avoir un petit peu l'année dernière? Avec 5 étapes de montagne, enfin, il y a une étape accidentée en première étape, puis 4 étapes de montagne. En effet, ça fait un peu 5 étapes de montagne. On peut quand même tabler sur au moins 2-3 étapes où il se passe quasi rien avant la montée finale. Ça, c'est un peu un problème. Après, c'est sûr que pour te tester, les favoris du Tour, ils vont être contents, quoi. Ils vont pouvoir se tester tous les jours. Et bon, pour niveau spectacle, à mon avis, c'est contre-productif de mettre autant de montagnes sur un parcours de 5 jours. Oui, parce qu'au départ, il y avait 8 étapes, et du coup, ils ont réduit à 5 journées, ils ont viré toute la plaine. Et c'était un peu douteux comme choix, quoi. Et puis, les pauvres sprinters, quoi. Il y a Bonifacio qui va se ramener, il va faire grouper tous les jours, ça va être beau, quoi. Il va prendre le rythme de la montagne, quand mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'étape dévolue aux sprinters sur ce Dauphiné, ça c'est certain. Quand on regarde le Tour de France, la caractéristique de ce Tour de France qui sera quand même très montagneux, et on sait que les épreuves se font un petit peu grâce aux étapes de montagne en termes de spectacle, de show. Donc c'était tout à fait normal que ASO conserve ces étapes de montagne pour faire une belle course de lancement, de tremplin pour les leaders, pour les favoris du Tour de France. Et si ça a été le cas inverse, on aurait dit, oh là là, il y a 3 étapes de plaine, comment les leaders peuvent se jauger, ça va être un Dauphiné qui va être inintéressant parce qu'il y a seulement 2 étapes de montagne. Donc s'ils avaient fait différemment, on aurait pris le contre-pied. Donc là, il faut se satisfaire de ce parcours. Et est-ce que ce sera une épreuve spectaculaire? Comme on dit, hein, place au coureur. C'est un parcours équilibré quand même. Sur 5 étapes, tu peux mettre une étape de plaine, je pense, ça va scandaliser personne, quoi. Pour peut-être finir la page Critérium du Dauphiné, qui pourrait remporter cette course? Est-ce qu'on va voir un favori au Tour de France, ou un coureur qui est déjà en forme et qui a avancé son pic de forme pour tenter de remporter cette course? Je pense que ça va se jouer entre favoris du Tour de France. C'est compliqué d'imaginer vraiment quelqu'un d'autre arriver et avoir un état de forme vraiment différent. En fait, là, on peut pas vraiment jouer sur la gestion très différente de la saison. De toute façon, ceux qui sont pas en forme maintenant, c'est parce qu'ils veulent être en forme plus tard, donc ils vont pas aller gagner le Dauphiné. Ceux qui veulent être en forme pour le Tour, ils sont déjà en forme, donc il n'y aura pas trop le choix. Ça va être entre ceux auxquels on peut s'attendre, et à la limite, la surprise, ça peut être plus ceux qu'on n'a pas encore trop vus. Par exemple, comme l'équipe EF et Pro Cycling, dont l'encadrement n'a pas voulu les ramener sur les courses avant ce critérium du Dauphiné pour éviter les risques de contamination au Covid. Donc des Uran, des TJ Van Garderen. Joey Guita aussi. Ah oui, Guita. Après Mathieu, moi je vois juste, parce qu'on parle effectivement des gros leaders du Tour de France,
il faut pas oublier notamment tous les coureurs qui sont alors un petit peu un cran en dessous, mais qui pourraient être, s'ils sont en forme, ils pourraient tirer un petit peu leur épingle du jeu. Je pense notamment aux frères Yates, je pense à un coureur comme Enric Mas. Voilà, ce type de coureurs où forcément ils sont attendus sur le Tour de France. Est-ce qu'ils arriveront à atteindre un podium, un top 5, un top 10, je ne sais pas. C'est vrai que ça peut être une course intéressante pour se démarquer. Après, où en sont-ils dans leur préparation, dans leur forme? Voilà, c'est-à-dire qu'il va falloir être quand même costaud pour aller choper ce maillot jaune à Megève dimanche prochain. Mais voilà, ça pourrait être des coureurs au profil intéressant pour remporter ce critérium un petit peu particulier en 2020. Ouais, tu as cité Adam Yates, par contre. Là, c'est typiquement le genre de coureur que je vois jouer la gagne sur le Dauphiné, mais pas sur le Tour de France. Adam Yates, ça fait quand même 2 ans qu'il rate le Tour de France, enfin qu'il va, mais qu'il est décevant. Alors que quand même l'an dernier et en début de saison 2020, avant le confinement, il était impressionnant sur toutes les courses d'une semaine où il allait. Moi, je pense qu'il sera dans le jeu pour la gagne sur le Dauphiné, parce que l'an dernier, il fait 2e, je crois, de toutes les courses par étape d'une semaine qu'il fait. Et cette année, il a gagné la seule course par étape d'une semaine qu'il a fait en mettant 1 minute à Pogacar. C'était quand même assez impressionnant. C'est vrai que justement, voilà, Adam Yates, qui est quand même, pour l'anecdote, le coureur qui a remporté l'UAE Tour, la course qui s'est arrêtée à cause du Covid, et qui n'a pas encore repris sa saison depuis. Donc, comme Emmanuel Bourman, comme Rigoberto Urán, ce sera la course de rentrée d'Adam Yates. L'occasion de voir s'il a déjà les jambes. Donc, toi, Raphaël, tu mettrais une petite pièce sur Adam Yates pour la victoire? Il a tout le temps les jambes d'entrée, moi je le sens bien. Allez, si on doit dire un nom, Johan, tu verrais qui comme vainqueur du Dauphiné? Emmanuel Bourman. Pour toi aussi, un coureur en reprise directe? Bah ouais, de toute façon, il se débrouille bien sur les courses d'une semaine. L'année dernière, il a fait un très beau Dauphiné. Bora marche bien, donc voilà. Et Brice, allez, pour finir? Je trouve qu'on attend peut-être un peu trop des coureurs qui vont reprendre tout de suite la compétition par manque de rythme. Donc je pense qu'on leur demande beaucoup, mais je dis ça, mais je vais filer complètement dans cette catégorie de coureurs. Je croise les doigts pour Enric Mas. Enric Mas a déjà repris. Qui a fait le Tour de Burgos. Tout à fait, avec une 35e place au classement final. Donc c'est peut-être pour ça que tu ne t'es pas rendu compte qu'il avait repris la compétition. Donc du coup, Enric Mas plutôt que Valverde ou Marc Soler, puisqu'il y a 3 leaders chez Movistar. Le retour du trident Movistar, enfin. Oui, Enric Mas, parce que personnellement, je suis ce coureur depuis 2017. J'ai plus forcément envie d'entendre et de voir Alejandro Valverde à la tête des pelotons des favoris. Et Marc Soler, il a d'autres objectifs dans la saison, donc Enric Mas. Eh bien, très bien, voilà, donc vos 3 favoris, Adam Yates, Emmanuel Bourman et et Enric Mas, qu'on ne se trompe pas. Avec tout ça, on a parlé de pas mal de coureurs qui sont donc sur le critérium du Dauphiné, mais ce n'est pas la seule course qu'il va y avoir cette semaine. La semaine à venir, il y a également le Tour de Lombardie, remporté l'année dernière par Bauke Mollema. Le Néerlandais sera au départ de la course pour défendre son titre, même s'il sera au départ du Tour de France. Rendez-vous donc le 15 août pour le Tour de Lombardie, avec peut-être un favori au-dessus du lot, Remco Evenepoel, qui est impressionnant cette saison. C'est ni plus ni moins, il a remporté tout. Le Tour de San Juan, le Tour d'Algarve, le Tour de Burgos, le Tour de Pologne. Est-ce que Remco Evenepoel est imbattable sur ce Tour de Lombardie? Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour l'instant, il est invaincu. Alors, sur les courses par étapes, ça c'est certain. Ensuite, voilà, on va avoir le Tour de Lombardie. Donc Remco, c'est vrai que tout le temps, on se demande quelles sont ses limites. On le voit arriver sur une course avec un niveau plus élevé, on se demande s'il va cette fois être à nouveau plus fort que tout le monde. Il est à chaque fois à nouveau plus fort que tout le monde. Voilà, Tour de Burgos, c'était son premier test en haute montagne de sa carrière. Bon, il a gagné. Et Tour de Pologne, première course par étape, World Tour, où il arrive avec la pancarte. Conclusion, il met 2 minutes à Jakob Fuglsang sur une étape accidentée, quoi. Rien que ça, rien que 2 minutes au vainqueur du dernier Liège-Bastogne-Liège. Tranquille. Et donc, là, il arrive sur le Tour de Lombardie. Et l'an dernier, il avait quand même gagné la Classica San Sébastien, qui faisait, il me semble, 220 bornes à peu près, en faisant un joli numéro.
Donc c'est sûr qu'on peut se dire que ses adversaires peuvent le craindre. Surtout que, en fait, quand je regarde le parcours, le mur de Sormano, c'est quand même un effort où il faut vraiment monter à son train, quoi. Dire, c'est du 16% de moyenne, t'en as pas grand-chose à faire des autres. Donc en fait, j'ai peur, moi, du scénario de Remco qui monte le mur de Sormano à son train plus vite que les autres et qui fait toutes les dernières bornes tout seul. Je pense que c'est possible. Peut-être que ça arrivera pas. J'espère que ça arrivera pas, parce que sinon, ça serait quand même un peu, ça quand même être un peu chiant. On va pas se mentir. Mais Ça serait une belle perf, mais ça serait ça me fait un peu peur. Je comprends. Toi, Johan, est-ce que tu vois également Remco Evenepoel grandissime favori de ce Tour de Lombardie? Je suis pas sûr, moi, contrairement à d'autres, qu'il soit capable de monter plus vite le mur de Sormano que tout le monde. C'est vraiment particulier, c'est vraiment très raide. Ça vient en fait après déjà un début de col qui est déjà long. C'est vraiment un effort qui est assez typé grimpeur. Et je pense que à ce moment-là, il peut quand même se faire dominer par d'autres coureurs dans la course sur ce genre de profil, des Majka, des Fulsang, des Carapace, je sais pas forcément, mais je pense qu'il peut toucher ses limites justement dans l'école par rapport à d'autres, et ce qui peut l'empêcher de faire ses numéros justement tout seul par rapport aux autres. Donc moi je serais Evenepoel, peut-être que je tenterais carrément d'anticiper Sormano, essayer de partir avant, mais justement c'est très intéressant de voir s'il peut réussir à être soit plus fort que les autres dans l'école, ce qui n'est pas donné forcément même par rapport à ce qu'il a fait autour de Burgos, soit réussir à faire un cheat code comme il a fait autour de Pologne, quoi. Moi, je suis très content que Johan cite Rafał Majka dans les leaders, parce que s'il décroche la timbale en Lombardie, ce sera quand même extraordinaire, parce que c'est un coureur qui le mérite, je pense. Pour revenir sur Remco Evenepoel, je pense, ce n'est que mon avis, on se laisse complètement avoir par ce type de coureur. Il a un talent fou, il surprend tout le monde, parce qu'il a une manière de courir qu'on n'avait plus vue depuis des années et des années. C'est-à-dire qu'il arrive dans le monde du vélo et il casse tous les codes. Le mec se barre à 50 bornes de l'arrivée, il snob tout le monde, il prend 2 minutes, allez, c'est fait. Donc c'est-à-dire qu'il a une manière de courir, évidemment il a le talent et la puissance et la force. Donc il a tout ça, il casse un petit peu les codes du cyclisme, et donc on est un petit peu dans ce flou pour le moment en se disant mais où est-ce qu'il va s'arrêter ce gars, parce que à 20 piges il est vraiment trop fort, quoi. De là il faut se rappeler qu'il a aussi pas énormément d'expérience, donc de là à le présenter comme vainqueur sur chacune des épreuves où il va se présenter, c'est un petit peu présomptueux. Il faut aussi qu'il apprenne pas mal de choses. Donc non, je le vois pas forcément briller sur le Lombardie, mais on a vraiment affaire à un crack qui casse un petit peu les codes du monde du cyclisme, qui bouleverse les schémas classiques des courses, et du coup on sait plus trop et on ne sait pas où sont les limites, et c'est pour ça qu'à chaque fois on se pose la question, et sinon le feu, est-ce qu'il pourrait pas gagner là, est-ce qu'il ferait pas encore de nouveau une surprise? Donc c'est plutôt assez excitant, ça déchaîne un peu les passions sur les réseaux sociaux, mais c'est assez excitant, et effectivement on va avoir un regard attentif nous sur sa performance. Les coureurs et ses adversaires, à mon avis, ils vont plus rigoler avec lui. Ils vont arrêter de se laisser surprendre. Ils ont compris que le gars c'était un crack, qui tentait là où eux ne tentent pas. Donc ils vont avoir un œil averti sur ce coureur, notamment en Lombardie. Ses adversaires, on a dit par exemple sur le Tour de Pologne qu'il avait laissé filer partir en facteur à un moment. Et il y avait quand même eu avant 20 bornes avec des attaques constamment. Et j'ai l'impression que c'est surtout tout le monde qui avait besoin de souffler au moment où il part, par exemple. Comme par exemple sur le Tour de Burgos, la première étape, quand il part juste après le moment où il y a les bordures. Alors, en fait, c'est juste parce qu'à ce moment-là, tout le monde a besoin de se calmer un petit peu, et il fait complètement exploser. Il me semble que c'est... je sais plus qui est l'autre de Kenyang avec lui dans la bosse, mais il fait complètement exploser le mec. Il part à un moment où tout le monde a besoin de souffler, puis bon, il finit par se relever quand même. Et moi, je suis pas certain qu'on l'ait laissé filer sur le Tour de Pologne. Après, comme il n'y avait pas d'image, il me semble, à cette heure-là, on peut pas en être sûr. Mais pas certain. Après, bon, on va voir le Tour de Lombardie. Mais quand même, plus les choses avancent, et plus les surprises, c'est plutôt quand il perd que quand il gagne. En fait. Quand il gagne, ça devient habituel à ce moment-là. Ce Tour de C'est vrai Lombardie. qu'on peut pas réellement le juger, en fait. C'est trop compliqué. Et moi, dans le doute, je me dis que c'est quand même un des favoris du Tour de Lombardie, quoi.
Il est tellement bluffant. En tout cas, ça sera peut-être l'occasion de pouvoir situer un peu mieux ses limites, soit les fixer à l'endroit, soit savoir que elles sont plus loin et qu'on ne connaît peut-être pas encore Exactement. suffisamment bien ce coureur qui casse un peu l'école en tout cas, comme vous l'avez dit. Donc voilà, donc Evenepoel ne sera bien évidemment pas tout seul comme prétendant à la victoire au Tour de Lombardie. Il y a Bauke Mollema, on l'a dit tout à l'heure, avec l'équipe Trek Segafredo qui devrait aligner également Nibali et Ciccone. On a du côté d'Astana par exemple Jakob Fuglsang, Alex Aramburu, peut-être également Alexander Vlasov. On a du Rafael Majka, on a du Maximilian Sherman. Grosse cote. Alexander Vlasov, grosse cote, je pense. C'est sûr qu'en Ouais, tout cas, mais après, il y a toujours la question de savoir si un coureur grimpeur sur course par étape, c'est aussi un coureur qui s'est grimpé sur des classiques. Exemple de Miguel Angel Lopez, qui a toujours été une catastrophe sur le Tour de Lombardie, alors que même qu'il a gagné Milan-Turin. Donc, c'est pas exactement la même chose. C'est aussi la question qu'on peut se poser pour Evenepoel, d'ailleurs. Mais du coup, Vlasov, c'est aussi la question, est-ce qu'il va performer sur les courses d'un jour, tout simplement, déjà. C'est pour ça que sur Vlasov, j'ai utilisé le terme de grosse cote, exactement. Parce que ce serait une très bonne surprise de le voir performer sur une course de ce type-là. Et après, Parmi ceux qui n'ont pas été cités, on pourrait penser aussi à Michael Woods pour la formation EF. tout à fait. Et puis on a également pour finir celui qui devrait être le meilleur français au final, Rudy Mollard, qui a été 10e l'année dernière. Petite question comme ça pour finir sur le Tour de Lombardie. Est-ce que Rudy Mollard peut encore faire un top 10 ? Il a l'air de tenir une bonne forme, donc pourquoi pas. Il a sa chance à saisir. Il n'en aura pas beaucoup cette année au sein de la Groupama FDJ, donc il faut qu'il prenne ses responsabilités. Bien voilà, on va à présent ouvrir une petite page transfert pour terminer ce podcast. Pour commencer, on va faire un petit focus sur un coureur junior qui a signé un contrat chez les professionnels, comme Remco Evenepoel, comme Carlos Rodriguez Cano, comme Quinn Simons. Ce coureur, c'est l'Espagnol Juan Ayuso qui a signé un contrat de 5 ans chez UAE Emirates. Petite présentation de ce coureur prometteur par notre spécialiste du cyclisme espagnol, Thomas. Né à Barcelone en septembre 2002, mais formé toute sa carrière dans la communauté valencienne, l'actuel champion d'Espagne chez les juniors s'illustre dans les catégories jeunes depuis de nombreuses années. De 2011 à 2016, il cumule de nombreux titres régionaux. C'est en rejoignant l'équipe Ginestar pour 2017 et 2018 qu'il explose en Espagne. À partir des cadets, un beau palmarès se dessine petit à petit. Champion d'Espagne que ce soit lors de l'épreuve en ligne ou lors du contre-la-montre, vainqueur de l'étape reine du Tour de l'Ain, ainsi que du général de la Vuelta a Besaya, toujours chez les moins de 17 ans. Ayuso s'impose sur tous les terrains. Son arrivée chez les juniors en 2019 se fait remarquer. Dans les pas de son compatriote Carlos Rodriguez, Ayuso montre très rapidement qu'il est un des plus forts de sa catégorie au niveau national. Lui qui a quitté la communauté valencienne pour rejoindre Batco en Cantabrie, va réaliser une excellente première saison. Pour ses principaux résultats, 2e de la Vuelta a Besaya, 3e du Tour du Pays Basque et 5e du Trophée Morbihan avec la sélection espagnole. Mais surtout, on se doit de retenir son titre de champion d'Espagne lors de la course en ligne, à seulement 16 ans. Au niveau européen, Ayuso n'a certes pas été dominateur, mais a montré qu'on pouvait compter sur lui comme une valeur sûre. L'hiver dernier, il participe à un stage avec l'équipe UAE, après avoir été repéré par le manager et découvreur de talent, Jochen Machin. Alors qu'il était aussi suivi par le patron de la Movistar, Eusebio Onzoe, Machin met la main sur le jeune espagnol et va rapidement lui assurer un avenir au sein de l'équipe World Tour. C'est avec cette nouvelle étiquette qu'Ayuso prend part à sa 2e et dernière saison chez les juniors. Coupé dans son élan après un début tonitruant en Espagne, Juan Ayuso n'a plus rien à prouver à domicile. Leader de l'Espagne lors des prochains championnats d'Europe et du monde, Ayuso fera figure de favori avec l'Allemand Marco Brenner, lui aussi professionnel en 2021, et essaiera d'aller chercher au minima un podium. Donc voilà, Juan Ayuso qui est l'un des meilleurs juniors d'Espagne et d'Europe également. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est que Juan Ayuso ne passera pas professionnel en 2021, mais en 2022, UAE Emirates va d'abord le laisser passer une année dans une équipe de développement, qu'on ne connaît pas encore pour l'instant, pour faire la transition chez les professionnels. Alors, c'est la première fois qu'un tel cas se présente. Est-ce que c'est une bonne idée de le laisser passer un an chez les espoirs avant qu'il rejoigne l'univers professionnel, selon vous ?
on n'a que le cas de Remco Evenepoel comme junior qui est passé pro direct et qu'on a déjà vu faire une saison complète. Parce qu'à part ça, au final, cette année, on avait par exemple Quinn Simons, mais il a quasiment rien pu faire cette saison. Il a juste fait quelques courses en France au début de l'année et le Tour de Pologne. Bon, pour l'instant, il a l'air pas mal, puisque sur le Tour de Pologne, il était pas loin des meilleurs. Donc, je sais pas, les juniors qui passent direct ont l'air d'être forts, mais en même temps, passer par l'équipe de développement, ça peut être une bonne idée aussi. On n'a pas d'éléments de comparaison, donc c'est dur de savoir si c'est une bonne idée ou non. Ce qui est intéressant avec cette équipe UAE Team Emirates, c'est sa gestion des jeunes depuis maintenant 2 saisons, où l'équipe s'est créée il y a quelques années avec un socle de coureurs d'expérience, entre guillemets. Elle est repartie depuis 2 ans, ils investissent Oui, je de disais, l'allant, exactement. voilà, c'est reparti de l'entrée, pour être précis. Exactement. Et on voit depuis 2 ans, alors on aime ou on n'aime pas, on est fan ou on l'aime pas, ils vont chercher les bons coureurs, les bonnes pioches, avec une cellule de recrutement et de formation qui a l'air assez efficace. Et en fait, ces équipes-là qui fonctionnent comme ça sur la base de jeunes et d'aller fouiner un petit peu dans ces catégories inférieures pour faire sortir des talents potentiels, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup et je trouve que la démarche elle est intelligente et ça prouve qu'il y a un gros travail fait en amont. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît dans la culture cycliste et dans le fait de gérer une équipe et d'entrevoir ses perspectives. Et toi, Johan, pour finir, qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette situation, de cette signature Pour moi, pour moi, c'est une bonne idée dans le sens où prendre l'exemple d'Evenepoel, c'est toujours un peu, vouloir faire avoir les yeux plus longs que le ventre. C'est bien de toujours laisser les coureurs prendre le temps de se développer, ne serait-ce que au cas où, parce que c'est passer direct chez les pros, c'est un peu qui tout double, quoi. S'il commence si par exemple il est blessé sur sa première saison et qu'il se foire, après la dynamique elle sera catastrophique. Si tu prends le temps de faire passer ton équipe espoir, gagner des courses, après tu remontes d'un cran, ça te donne de nouveaux objectifs, tu fais un cours un peu différemment, vouloir passer l'écran tout de suite, c'est intéressant pour les équipes parce que ça permet des fois des coureurs qui marchent directement. Quinn Simons marche assez bien tout de suite, mais c'est vraiment pas ce qui est forcément le plus intelligent pour gérer le coureur. Ou alors faut vraiment avoir un programme qui soit très sûr dans ce qu'on puisse faire et qu'on juge vraiment que en termes de purement de développement et pas de vraiment l'avoir dans l'équipe, c'est ce qui peut être le plus intéressant. Donc ça peut se faire, faut vraiment réfléchir à comment on va le faire et mine de rien l'équipe espoir ça reste toujours un moyen de sécuriser un peu le processus quoi. Que la barre junior pro elle est quand même très haute, il faut vraiment pas que ça puisse y avoir un problème en route. Toujours niveau transfert, on a une actualité beaucoup plus récente qui est tombée ce lundi avec pas mal de signatures qui sont tombées d'un coup et notamment 2 qui concernent 2 des plus gros coureurs du peloton. On a Greg Van Avermaet qui a rejoint AG2SR Citroën et Romain Bardet qui va rejoindre en 2021 l'équipe Sunweb. Alors du côté d'AG2R c'est un petit peu un grand chamboulement puisqu'il y a non seulement l'arrivée d'un nouveau sponsor, Citroën, à partir de 2021. Les détails de ce nouveau partenariat seront présentés juste avant le départ du Tour de France. Mais on a aussi plusieurs départs importants, comme Romain Bardet, mais aussi Pierre Latour et Alexandre Géniez qui rejoignent Total Direct Energy. On a du côté des arrivées donc Greg Van Avermaet, qui vient déjà avec Stan de Wolf, Gijs Van Hoek, Michael Scher, et on a également, pour finir, au niveau des rumeurs, Bob Jungels, Marc Sarro et Damien Touzé. Bref, est-ce que du côté d'AG2R La Mondiale, on n'est pas en train de construire une nouvelle ère ? C'est sûr, la G2R est en train de devenir une équipe de Flandrienne, presque. On recrute beaucoup de Belges, les coureurs qui arrivent, même des Damien Touzé, c'est quand même des coureurs qui vont être assez performants sur ce genre de classique. Les grimpeurs sont un peu en train de partir, on perd Pierre Latour, on perd Géniez, on perd Bardet. Il va rester des jeunes coureurs, grimpeurs potentiellement, des Anninen, des Champoussin, mais ça va pas pouvoir faire exactement la même chose, quoi. Donc on se ressent sur des Cosnefroy, sur des Nyssen. C'est vraiment un changement d'équipe pour devenir un peu une espèce de Lotto Soudalbis. Au niveau des rumeurs, j'ai aussi oublié Lilian Calmejane qui pourrait lui faire le chemin inverse de Total Direct Energy à G2R. Toi, Raphaël, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de ce début de recrutement en tout cas d'AG2R ? Comme Johan, moi ce que je pense c'est que y a le virage flandrien quoi. Alors ce que j'en pense ensuite,
Personnellement, j'ai hâte de voir AG2R la mondiale jouer avec les meilleurs sur les Flandriennes, parce que là, c'est sûr qu'avec déjà Nassen et Greg Van Avermaet, plus d'autres coureurs qui ont déjà du talent, et éventuellement Bob Jungels, ce serait peut-être la deuxième meilleure équipe sur les Flandriennes derrière Decken et Quickstep. Forcément, ça fait envie. Après, je pense que pour eux, par exemple, enfin Romain Bardet, quand même, d'un point de vue image et tout, auprès du grand public, c'était vraiment la figure de proue de la G2R. La G2R sans Romain Bardet, c'est quand même pas la même chose. C'est vraiment un historique de l'équipe. Pour le grand public, voilà, Greg Van Avermaet et Oliver Nassen, c'est pas pareil que Romain Bardet, je pense. Moi, je préfère comme ça, avec les Flandriennes. Et puis en plus, on a quand même des garçons comme Benoît Cosnefroy et éventuellement Clément Champoussin, même si pour l'instant c'est très tôt pour le savoir, qui a priori devraient ont le talent pour devenir de très grands coureurs. Raphaël, tu disais AG2R sans Romain Bardet, ça change pas mal. Et est-ce que, peut-être aussi Romain Bardet sans AG2R, qu'est-ce que ça peut donner On sent un peu chez lui une volonté de changer d'air un petit peu. Brice, qu'est-ce que tu penses pour finir de la signature de Romain Bardet chez Sunweb? C'est une énorme page qui se tourne, une page qui était peut-être nécessaire. Et quel plaisir d'aller voir un des meilleurs coureurs français dans une équipe aussi structurée, aussi armée, aussi puissante que la Sunweb. Alors évidemment, c'est pas l'équipe la plus armée pour accompagner un leader sur les grands tours, mais c'est une équipe qui a des guerriers, qui gagne partout, qui est présente tout au long de l'année. Il le précisait lui-même dans son choix de carrière. Il voulait une équipe qui soit au top concernant les dernières technologies, les derniers détails, les derniers équipements. Sunweb est au top de tout ça. Il va retrouver également son pote, son ami Nicolas Roche. Je pense que c'est aussi un aspect très important qu'il faut pas négliger. Et voilà, Romain Bardet qui s'exporte, et ben on a envie de voir. C'est aussi un choix qui est très culotté, qui arrive peut-être parfaitement, parce que la fin de cycle peut-être était là depuis sous-jacente, depuis 1 ou 2 saisons avec la G2R la mondiale. C'est le schéma classique, hein, ça arrive, c'est la vie d'un sportif. Donc vraiment, beaucoup de poker aussi, et on a hâte de voir ce que ça va donner, et grosse responsabilité pour Romain Bardet, très grosse responsabilité. En tout cas, pour changer d'air, c'était peut-être la meilleure formation à rejoindre pour Romain Bardet. Oui, clairement, c'est une très bonne équipe. Et ce qu'il faut également préciser, c'est que on pouvait se dire que Romain Bardet, chez AG2R, il était chez lui, on pouvait lui excuser pas mal de choses. On a eu un petit peu ce genre de discours, on a eu un petit peu ce vent de tout ça. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Bon, en tous les cas, chez Sunweb, il va devoir trouver sa place, convaincre et montrer qu'il aura une équipe qui sera derrière lui. Mais pour ça, il va falloir convaincre les équipiers et surtout montrer qu'il faut avoir confiance en lui. Et bien voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'actualité de ces derniers jours, de cette dernière semaine. On va donc se donner rendez-vous pour le Critérium du Dauphiné qui commence mercredi à Clermont-Ferrand et qui se terminera dimanche prochain à Megève. On a également le Tour de Lombardie qui va être cette semaine. Merci Raphaël, Johan et Brice d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce podcast. Et en attendant le prochain épisode de Chasse Patate, vous pouvez partager, commenter, liker celui-ci et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, également sur le site et le forum Le Groupe Eto, legroupeeto.fr. Eh bien, merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans Chasse Patate.